Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Oh! Alexander Arnold para Fabinho. Se le escapa la pelota y va Modric. Va. Señoras y señores, va Modric. Va. Habilita a Vinicius. Va Vinicius. Vino para Benzema. Bonsoir à tous, bienvenue en cette chaude soirée d'été, il fait environ 15 degrés, il pleut. Oui. Je suis avec Aurélien, bienvenue, bonjour. Bonjour, je pense qu'on peut parler d'un comeback Ouais, de ma part, après une longue période d'absence, mais j'ai toujours été un peu là, loin à tirer les ficelles. un peu le Greg Popovich finalement de Exactement, de l'émission. malade et handicapé, donc ça fait plaisir. Et, Mais toujours aussi strict et ferme. Exactement, El Jefe. Donc voilà, je suis de retour pour au final le plus important. Ça fait un peu de moi un footix, je reviens au moment de la Coupe du Monde comme les pires supporters du football. Écoute, c'est comme ça. Mais en même temps, on pouvait pas se passer de toi pour cette grande compétition qui nous attend dans environ une semaine maintenant. C'est ça. Donc comme vous avez pu le voir dans la miniature et dans le titre de l'émission, on va faire une preview. En fait, elle va même se décliner en deux parties avec deux invités différentes. Je vous spoil pas la deuxième, mais donc on va se concentrer sur la première où on va vous présenter un peu nos joueurs à suivre, nos équipes qui vont réussir, nos équipes qui vont flop, tout un tas de prédictions libres et puis globalement voilà comment nous on anticipe cette compétition. Alors on va pas faire une preview équipe par équipe parce que vu qu'il y a environ 129 équipes je crois qui participent à la Coupe du Monde. Puis ça a beaucoup été fait aussi, c'est en train d'être fait par beaucoup de créateurs de contenu, c'est pas forcément le truc, c'est intéressant mais nous... Oui, voilà. C'est pas trop. On s'est dit, on vous fait une version plus condensée, mais sûrement plus marrante Oui, c'est ça. et moins redondante parce que quand tu vois la gueule de certaines poules, la preview de la poule Suisse, Qatar, Bosnie, je sais pas qui, là, Canada. Et puis t'as raison, il y a vraiment des équipes en l'occurrence où je me suis dit, j'aurais pas eu grand chose à en dire, tu vois. Ah non, mais il y a des équipes qu'on connaît pas bien, pas plus que ça. On peut aller dans les extrêmes, prendre Curaçao par exemple. Enfin, regardez avant l'émission, on regardait un peu leur compo et tout, tu redécouvres des mecs, mais après, tu peux pas en dire non plus. Après, il y a des trucs aussi où moi j'aurais aimé, tu vois, mais en réalité, il y a aussi plein de matchs du Curaçao que je peux pas le trouver sur internet, quoi. Oui, qui n'existe pas. Donc, c'est ça aussi. On sait pas si le match a eu lieu. C'est ça. C'est-à-dire que même sur Flash Score qui répertorie les championnats U17 et U19, il y a écrit RFS, genre ça veut dire résultat après le match. Ils te le mettent même pas pendant. Bon, mais voilà. On va faire avec nos armes. Écoute Aurélien, pour commencer, ce que je te propose, c'est de nous parler un peu toi là, donc à une semaine de la Coupe du Monde, est-ce que t'es hypé, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'attends, c'est quoi un peu ton sentiment qui domine? Déjà, un truc, là c'est un peu en train de se dissiper, mais je me suis rendu compte très tard qu'il y avait la Coupe du Monde. Ok. Enfin, je savais qu'elle était là, mais si tu veux, par rapport, je me suis souvenu 2022, 2018, ou vraiment, et même 2014 d'ailleurs, où qui étaient les Coupes du Monde que j'ai vraiment suivies. Tout ce que je construisais autour avant, alors il y avait les trucs matériaux, genre les panini, les conneries, tout ça, mais même tu te la bouffes au contenu de ça, tout ça, et puis sinon une attente chaque jour que je comptais et tout. Là, cette année, c'est un peu différent. Au final, ce qui est génial, c'est que là, ça fait quelques semaines que vraiment je suis à fond dans le contenu Coupe du Monde. Et puis comme la Coupe du Monde dure 7 mois en plus, t'as le temps de te mettre dedans. C'est ça. Donc, mais là, au final... Là, ça fait quelques semaines que je me suis à fond dedans et j'ai pas vu le temps passer. Donc, en fait, pile au moment où je suis très hypé, parce que je suis très hypé. Alors pourquoi on a parlé de cette Coupe du Monde avec plein d'équipes et tout. Ça a ses défauts, mais moi, je vais quand même me régaler de voir des équipes random, pas possible, jouer des matchs. Oui, puis c'est ta DA un peu c'est aussi. Ça. Moi, j'adore. Donc, j'adore voir des équipes comme ça. Alors, le problème, c'est qu'au final, t'es souvent déçu. Parce que tel joueur que tu t'attends et tout. Mais après, il y en a d'autres qui sortent aussi de nulle part. Donc, moi, je suis surtout content de voir plein d'équipes, plein de joueurs que je pouvais pas connaître, tu vois. Donc, là-dessus, je suis assez content. Après, je te dis, c'est une hype différente des autres que j'avais eu, quoi. Je te pose la question parce que j'ai un peu la même sensation que toi sur le truc de « Waouh, c'est dans une semaine déjà ». C'est qu'en vrai, avec la réforme des calendriers par rapport aux dernières fois, la Ligue des Champions s'est terminée plus tard. On a eu d'habitude, en plus il y a eu le PSG, donc voilà, contexte français et tout. Et comme la Coupe du Monde elle est plus longue, elle s'étale sur plus de semaines, je pense qu'elle commence un peu plus tôt. Et moi, dans mon souvenir, il y avait toute une période où on regardait les vidéos YouTube de la FFF sur les Français sont à tel endroit, les Français sont en stage à Évian, les Français font ceci, cela. Aujourd'hui, elles existent encore ces vidéos, mais genre ils étaient déjà partis aux États-Unis, qu'il y en a qui n'avaient même pas fini leur saison en club. Donc je trouve qu'il y a moins cette période de transition, on n'aura pas eu le temps d'avoir le manque du foot. C'est vrai. Ce qui souvent nous hype en début de saison, c'est de dire waouh, ça fait un mois et demi on n'a pas bouffé.
commence à avoir la dalle. T'as raison. Donc, mais moi, pour donner un peu mon point de vue, en vrai, je suis hypé. Pour mettre les pieds dans le plat tout de suite, là, après 4 minutes d'émission, j'ai un gros problème avec le fait que ce soit aux États-Unis. Sur tous les déjà, si on parle purement, pas du tout politique, mais technique, tactique, etc., le fait qu'il va y avoir des matchs sous 40 degrés, que ça va être des distances pas possibles, que de façon, d'un point de vue environnemental, ce soit absolument un non-sens. Et après, si on va plus sur le politique, le fait que Trump va se l'approprier, d'avoir Lord Voldemort, là, Infantino, qui va nous péter les couilles, tout ce qu'il y a eu autour de l'Iran, on n'est pas là, le propos de l'émission n'est pas géopolitique, quoi qu'on pense de la situation en Iran, le fait qu'elle puisse être exclue potentiellement, ou qu'il y ait cette menace qui plane, qu'il y ait toutes les difficultés de visa pour les pays africains, la RDC aujourd'hui on en parle d'autant plus avec Ebola, que les supporters algériens doivent déposer genre je sais plus 5000 balles de caution pour se rendre sur le territoire, et encore c'est une caution qui a été diminuée. Enfin tout ça c'est un contexte où pour moi on est très loin des valeurs que devrait prôner la Coupe du Monde. Après c'est pas la première Coupe du Monde problématique géopolitiquement, il y en a eu des récentes, quasiment toutes en fait, qui ont posé problème pour différentes raisons. Mais ça, moi, ça me met un coup dans la hype. Après, peut-être aussi parce qu'on est moins des enfants qu'on l'était il y a 4 ans, il y a 8 ans, il y a 12 ans. Mais voilà, il faut se mettre dedans. On va se mettre dedans. Là, on a encore une semaine. Cette émission et la prochaine qui arrive, elle participe aussi, je pense, autant pour nous que pour vous, je l'espère, qui nous écoutez, à se mettre dedans. Mais donc, on va être dans le train. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, dans tous les cas. Mais c'est vrai qu'il y a un truc bizarre. Tu sais pas à quel point... t'as cette image terrible de Trump qui est celui qui donne la Coupe du Monde, tu sais, t'as des trucs en tête, tu te dis mais... Sachant qu'il l'embrasse avant... Il pourrait le faire, mais sinon oui, non, moi c'est le premier truc, mais déjà à l'époque quand ça avait été annoncé, je m'étais dit oula, donc là on a États-Unis, Canada, Mexique, sachant que les États-Unis tout seuls déjà à traverser en avion pour voir toutes les équipes, c'était déjà... une catastrophe. Là le fait que ce soit... déjà tu vois, si tu veux faire Boston, par exemple Washington-Boston en train, t'en as pour plusieurs heures. Ah oui. Alors que c'est deux villes qui sont collées, genre. Et après, sinon, effectivement, il y a tous ces trucs sur l'accessibilité pour les supporters de tous les pays. Là, t'as le truc où, effectivement, maintenant, si tu viens d'Afrique ou du Moyen-Orient, ou je pense d'Amérique du Sud, c'est les mêmes histoires. La douane va te bloquer pendant 10 heures, entre autres. Mais même... maintenant, tu sais, il y a le contrôle de... en gros, si sur tes réseaux sociaux, n'importe quel Européen sur ses réseaux sociaux, il a liké des trucs de démocrates, par exemple, il y a une chance sur 2 qui rentre pas. Tous ces trucs-là vont... et en puis plus, le prix des places aussi qu'on a pas j'allais évoqué. dire, et en plus, le prix des places, le prix des avions... On n'est pas concernés, nous, ici, mais... Bah, comme de toute façon, en plus, nous, on n'y va pas, donc oui, voilà. on s'en branle, mais ça va rendre le truc bizarre. On sait même pas s'il y aura un engouement de la part des Américains. Le Mexique, sûrement. Le Canada, peut-être un peu plus, mais tu vois, ça, on n'est pas au courant, ça, de si les stades vont être remplis, comment... Un des trucs cool, c'est que pour une fois, c'est pas trop loin de l'Amérique du Sud, parce qu'on sait que c'est souvent loin de chez eux, et qu'eux, ils sont chauds et ils se déplacent en faut nombre. espérer qu'ils puissent, hein. Ouais, après il y a Parce tous que- ceux qui sont déjà expats aussi, en C'est vrai, fait, ça, aux ça va États-Unis. Ah, je pense que les matchs mexicains, ça va être... Ouais, du mais même Mexique. les matchs colombiens, les Ouais. matchs, ça va être chaud bouillant. Ça Ouais. va être... On l'a vu déjà un peu sur. C'était quoi? C'était France-Colombie en amical aux États-Unis, la dernière trêve. Il y avait déjà pas Ouais. mal de monde dans les tribunes alors que ce n'était qu'un amical. Pour Haïti aussi, parce que t'as Haïti, une grosse- grave. Mais bon, il faut qu'ils tiennent plus de 3 matchs, donc... Ouais, après, bon, on a le temps d'en reparler, mais, ouais. mais déjà 3 matchs, c'est une fête pour eux. Mais tu vois, enfin voilà quoi, je pense que ça va quand même être étrange la composition des stades, notamment sur les phases finales et tout. Après, bon, le Qatar, il n'y avait pas eu non plus des centaines de milliards de supporters venus du monde entier. Je rappelle que le Brésil, c'était peut-être le dernier où il y avait eu vraiment beaucoup de déplacements du monde entier. Mais voilà, après... c'est aussi voilà pour des raisons géopolitiques, c'est pas le thème de l'émission, mais il y a plein de trucs qui viennent Non, entraver mais ça le fait partie du football, contexte. quoi. Nous, on est sur une ligne, on s'en est jamais caché, de pas fermer les yeux là-dessus. Et à partir du moment où ça impacte notre plaisir, notre ressenti, je pense que c'est Ouais. bien de mettre des mots dessus. Si ensuite les gens qui nous écoutent se sentent pas concernés par ces causes-là, écoute, ça les regarde. Mais en tout cas, il n'y a pas de tabou ici Non. sur le fait de parler de ça. Mais bon, en tout cas, après, pour le football en soi, moi je te dis, je suis plutôt intéressé par tous ces nouveaux pays qui arrivent là pour jouer la Coupe du Monde. Bah pour eux, c'est génial. Ça m'intéresse. Je trouve ça pas mal. Je trouve qu'effectivement, c'est un beau symbole pour les gens et tout. Après, voilà, ça va faire vraiment beaucoup de matchs. Voilà. Et pour les horaires, alors, ça va être. J'ai pas Alors trop ouais, regardé les horaires, ça. alors on va avoir à boire et à manger dans le sens où quand vous êtes un jeune étudiant en vacances, vous allez kiffer, je pense. Quand vous êtes travaillé le lendemain matin, ça va être plus dur parce que les premiers matchs ils vont commencer vers les coups de 18-19h. Ça, hyper sympa. Il va y avoir pas mal de matchs à 20h, 21h. Et puis après, ça va être soit minuit et 2h, 3h. Ça peut aller jusqu'à Ouais. 4h, même un à 5h, je crois.
Donc cela c'est un peu plus dur. En ce qui nous concerne, nous la France, on joue 2 fois à 21h et une fois à 23h je crois. Sympa. Donc très sympa, notamment un petit France-Sénégal pour ceux qui nous écoutent depuis l'Île-de-France, où il y aura d'avoir une belle ambiance à 21h, notre premier match. Voilà, et les quarts de finale par exemple, il y en a 3 qui sont à une horaire potable en Europe et un qui est pas, qui jouera 2 ou 3 heures du matin, donc faut espérer tomber dans le bon tableau. L'avantage de la France et de pas mal de pays européens, c'est qu'ils ont foutu sur la côte Est. Donc forcément c'est des horaires qui sont plus décentes, parce qu'il y a 3 heures de décalage quand même entre la côte Est et la côte Ouest. Donc de l'un à l'autre, s'il y a un match à 4h du matin, vous vous doutez qu'il est à Los Angeles, il est à San Francisco, il est à Seattle, enfin il est dans ce genre de ville là. Écoute Aurélien, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou on passe à la première Non, c'est bon, grosse ça me va. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer donc par parler un peu des équipes. On parlera des joueurs ensuite. Et Aurélien, la première question que je t'ai posée, c'est de nous donner directement quelle est ton équipe vainqueur selon toi de la Coupe du Monde. Tu nous le racontes comme tu veux. Moi, je vais pas rentrer dans trop les détails pour pas spoiler ce que je vais faire demain, mais voilà. Écoute, ça a été une question compliquée évidemment, et puis une des plus dures pour moi. Bah ouais, parce que on a des belles équipes. Le rajout des équipes donne encore plus de chances alors de te qualifier, de sortir des poules. Normalement, ce qui est bien, enfin, je sais pas si c'est bien d'ailleurs, mais les grosses équipes vont certainement à peu près toutes sortir des poules en l'occurrence, parce qu'il y a du meilleur troisième. Ah bah s'il y a genre l'Espagne qui sort en poule, voilà. C'est un séisme monumental. Donc voilà, là-dessus, au moins on est sûr que ça passe, mais c'est vrai que je trouve qu'en plus là il y a un très bon niveau de football sur celle-là, dans les équipes qui sont favorites. Néanmoins, j'ai pas été original et ça va jouer beaucoup en fonction des joueurs, du joueur. J'ai décidé que l'équipe de France gagnait la Coupe du Monde tranquillement. Très bien, écoute, avant qu'on en discute, parce que j'ai le même vainqueur, je vais juste présenter moi aussi un peu mon chemin de réflexion. Bon, moi j'avais qui sur la table pour vous dire un peu. J'avais l'Angleterre, la France, j'avais l'Espagne, j'avais l'Argentine. Et je me suis dit, bon. Et le Portugal alors. Non, moi je voyais pas le Portugal gagner. Je me suis dit, ça peut se jouer entre ces 4-là. Je trouvais ça un peu tapine de mettre la France ou l'Espagne. Au final, j'ai quand même mis la France pour vous dire un peu. Bon, peut-être que c'est que tout le monde, la deuxième partie de la preview dans quelques jours diront que je me contredis. Oui, tout à fait, c'est ma spécialité. Mais je verrais bien, genre France-Argentine en demi. Je peux pas vous en dire plus, mais c'est la France qui gagne parce que j'en parlerai après. Et une finale face à l'Angleterre qui aurait tapé l'Espagne. Ouais. Et je vois bien un match vraiment pourri, genre un sale 1-0, et la France qui gagnerait à l'expérience. Après, comme toi, il y a le côté, évidemment, je suis français, etc. Mais je pense qu'ils ont vraiment leur chance. En fait, j'ai un peu l'impression qu'avec la France, c'est tout ou rien. C'est que ça peut sortir en 8e ou en quart sur un accident industriel, que ce soit contre l'Allemagne, que ce soit contre l'Uruguay, ou vraiment, tu sais, où ce sera le gros flop. Mais en même temps, la dernière de Deschamps, ça peut aussi aller au bout. Alors, c'est ça, ouais. Moi, ça a été un de mes vrais chemins de réflexion, ça a été que va apporter la fin de l'ère Deschamps. Ça peut être une espèce de décapitation en règle, ou pour marquer la fin de Deschamps, lui pas spécialement motivé, les joueurs qui pensent déjà à l'après, ils se font sortir en quart. Ou alors un truc en mode le hail, tu vois. Ouais. Pour puis il y a un sacré effectif quand même. C'est ça. Mais comme t'as ce truc de tel joueur qui est un peu mis en dessous de l'autre à cause de la manière de penser de Deschamps, tu vois le truc. Il y a des mecs dont on parlera peut-être dans la rubrique top flop des joueurs, parce que voilà, il y a des joueurs qui peuvent être clivants dans un sens ou dans l'autre. Le meilleur exemple c'est sûrement Mbappé. Mbappé il peut te porter sur la Coupe du Monde, il l'a déjà fait, mais il peut aussi pas contribuer à casser un groupe. C'est pour ça que je te dis ça va jouer avec le rapport avec Didier Deschamps et le rapport qu'ont les joueurs qui pourraient demander à être plus impliqués dedans, mais qui sont relégués à un second rang à cause de Deschamps. Ça va jouer. Donc je pense que Deschamps est au cœur du truc, et surtout le fait que ce soit sa dernière est au cœur du truc. Ok, donc on part tous les deux sur la France. Oui. Pour ceux que ça intéresse, on reviendra dessus dans quelques temps. Est-ce que tu pourrais me donner ton équipe flop et m'expliquer un peu ton cheminement de pensée? Mon équipe flop, j'ai décidé que ce serait l'Argentine. Ok, hyper intéressant. Ouais. Moi, je meurs pour Lionel Messi, hein. On rappelle ça. Ouais. Mais je saurais pas comment trop t'expliquer. J'ai l'impression que on est dans une fin de cycle. Ouais. Qu'il faut se réinventer.
Et que s'il y a des joueurs, évidemment c'est l'Argentine, donc il y a toujours des gros joueurs qui vont en sortir, tout ça. J'ai l'impression que ça va symboliser la fin de cette période où tous les joueurs étaient des soldats de Lionel Messi. Jusqu'à penser comme ça, tu vois, genre quand tu le vois la dernière Coupe du Monde 2022, il y a une espèce de côté sacré de Lionel Messi, et dans le jeu tu le vois avec les De Paul, les Papou, tout ça, les Paredes qui sont dédiés à faire bouclier autour de Messi. C'est un truc qu'il faut commencer à mettre de côté, et je pense que l'Argentine n'est pas encore prête, parce que Messi est encore Messi. Néanmoins, je pense que 2022, quoi qu'on dise, ça relevait de l'exploit. Oui. Faut pas oublier que en début de 2022, l'Argentine n'est pas du tout donnée gagnante, à part par Willou. mais non, mais sans déconner, quand tu te rappelles la situation de l'Argentine, elle est pas donnée gagnante par la plupart des gens, et l'effectif paraît un peu faiblard sur certains aspects. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé, avec en plus le quart de finale, notamment face aux Pays-Bas, qui est un peu sulfureux, des trucs comme ça. Complètement. En attendant, ils font une grosse demi-finale, une finale impressionnante aussi, bref. Mais là, je pense que la chance va pas tourner de leur côté pareil. Tu peux aussi, si t'es un peu taquin, te dire que les gens, en disant les gens, je dis le corps arbitral tient moins à la victoire de Lionel Messi car il a déjà eu sa Coupe du Monde. Oui. Et sinon, Et que ça va être une équipe à abattre aussi. c'est une équipe à abattre parce que c'est la championne. On connaît comment arrivent les champions du monde ces dernières années aux dernières, mais je pense que effectivement là le système fait qu'ils vont au moins passer évidemment les poules. Par contre, je pense qu'il y a un truc que l'ère Messi va demander à beaucoup de joueurs de se réinventer. Parce que c'est plus le même Messi, mine de rien, qu'il a plus l'habitude du même niveau, même le cardio, des conneries comme ça. Donc je pense que ça va symboliser tout simplement le passage à une autre ère, et pour ça ils vont faire leur flop. Je les vois perdre en quart de finale, quoi. Ok. Voilà. Moi, tu vois, pour moi, t'as vraiment tapé dans le mille de ce que je prévoyais au début. Je pensais pas que tu dirais l'Argentine du tout, mais et c'était très intéressant d'ailleurs. Mais je me disais, il faut que je sorte une grosse équipe en flop. Ouais. Parce que si je vous dis l'Ouzbékistan va flop, bon, ben, allez, ok. Et j'en ai deux qui me venaient dans la tête et qui se battaient vraiment. Je pensais au Brésil et je pensais à la Belgique. Ouais. Mais en fait, les deux, je trouvais ça tapine. En C'est fait. des losers. Ouais, là récemment. Et en fait, j'ai pensé à un truc. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui m'oblige à prendre une grosse équipe? Donc moi, je vais vous dire exactement qui sera mon flop. Et ce sera pas juste un flop sportif. Ce sera le plus gros flop de cette compétition. C'est les États-Unis d'Amérique. Ah, J'annonce, excellent. droit dans les yeux, avec Excellent. la poule, une des poules les plus simples, Ouais. avec les arbitres avec eux, avec l'organisation avec eux, avec toutes les conditions pour, etc. Ils ne sortent pas des poules. Excellent. Ils sortent pas des poules, ils finissent pas 3e et pas dans les meilleurs 3e, ils terminent 4e de leur poule. Derrière la Turquie qui n'a jamais passé les poules depuis 2002. Derrière l'Australie qui, bon, les passe régulièrement mais c'est pas dingue. Et derrière le Paraguay. Et je vois bien une sorte de purge contre le Paraguay, ils se font éteindre. Et voilà, donc moi je suis vraiment là dans le train du flop américain, vraiment la honte. Et je reviendrai même, je vais encore en fait, leur retaper dessus plus tard dans l'émission, mais je vais pas spoiler tout de suite. Donc voilà, vraiment, moi c'est non seulement ce que je vois, mais surtout ce que je veux. Ouais. Je veux que les États-Unis soient de la merde, qu'ils se fassent concasser, qu'ils se fassent éteindre, et ça sera très bien comme ça. Est-ce que tu penses qu'on peut voir, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une équipe faible organiser une Coupe du Monde. Ouais, depuis l'Afrique du Sud. Est-ce qu'on va voir Il y a le Qatar quand même. le Qatar c'était faible, ouais, Ouais. pardon. Mais c'est juste que j'ai l'image en tête des fameux scandales d'arbitrage avec la Corée du Oui. Sud. Oui, Est-ce oui. que tu penses qu'on va voir des trucs comme Ah ça? bah en tout cas, ils seront pas défavorisés par Ok, l'arbitre. ok. Ouais, je peux pas croire que dans ce monde de truands, au pays des truands, il y ait une honnêteté complètement dingue. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que je dis, malgré après, si ça se trouve, ils passent, mais vraiment, les États-Unis, si moi ils passent les 16e, j'ai trop le seum. Genre, à la rigueur, qui passent les poules, tu vois, qui se retrouvent en 16e et qui se fassent botter le cul par je sais pas qui. En plus, faut pas oublier que c'est une équipe qui n'a pas cette expérience ils ont jamais passé un tour en fait, ils sont jamais sortis. Bah, ils ont fait des 8e déjà, Ah mais ouais, mais c'était pas la même génération. Mais avec les 16e en plus, il faut s'accrocher, je sais pas. Après, sinon, j'ai je un sais rêve pas aussi, s'ils vont c'est y qu'ils arriver. tombent contre l'Iran en 16e et qu'ils perdent. Ce serait marrant. Contre l'Iran, contre le Excellent. Mexique, ou tu sais, Ouais. un pays où il y a ou Ouais. la Colombie, ou un pays voilà, où il y a un peu Non, un mais peu de friture sur la ligne. moi je soutiens et je suis assez d'accord, je les vois bien. Enfin, pour moi, c'est pas impossible qu'ils fassent une connerie parce que l'effectif est pas ouf. Après, on en reparlera. Du coup, peut-être tu m'as dit, mais Ouais. mais l'effectif, il est pas brillant. Hein. Non, qu'on après, dise. après sur le papier, ils sont quand même censés sortir de leur Dans poule, une tu poule vois. comme ça, ils sont censés ont un meilleur sortir, ils ont voilà. peut-être le meilleur effectif de la poule. On peut Ouais. peut-être discuter avec les Turcs à la rigueur, mais mais ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est pas l'effectif. Je trouve qu'il est fait de gros losers quand même. Hein. ouais. Même Oui, si il y a eu- ça joue au ballon, c'est des gros losers. Il y a une drôle d'odeur qui entoure cette équipe, Ouais. je trouve. Ouais. Donc voilà pour mon équipe me va. flop.
qui est-ce que tu as en équipe surprise pour terminer sur les Alors, équipes? en équipe surprise, j'ai un peu plus tablé. J'ai décidé que ce serait la Norvège, figure-toi. Ok, choix intéressant. Donc, la Norvège, c'est une équipe que je regarde depuis longtemps parce que je m'étais déjà intéressé au cas à leur non-qualification au dernier Euro, là. Parce que tu sais, ils étaient censés. Donc, ça fait quelques temps qu'ils tournaient autour de ce truc-là, qu'ils espéraient se qualifier quelque part. Et là, ils ont réussi pour la Coupe du Monde avec des qualifs ouf. Ouais. Donc, aucune défaite, 8 victoires. Prodigieuse. 24 points, excellent, énormément de buts bien sûr. Donc je me suis dit, la Norvège va pas venir pour faire de la figuration. Alors qu'ils pourraient, parce que c'est leur première qualification depuis je sais plus combien de temps, soit 2000, soit années 70. Ah, je sais plus, mais surtout, ils ont une grosse poule en plus. Donc, Ils ont une grosse poule, et c'est pour ça que je me suis dit, c'est intéressant de voir, dans tous les cas, s'ils sortent des poules, c'est une surprise, d'une manière ou d'une autre. Parce que alors s'ils sortent des poules plutôt en premier, deuxième, ouais, s'ils sont, ouais, si, oui. parce que le s'ils troisième, passent leur j'y pense oui. pas. Mais voilà, et je me suis dit, ils ont l'effectif pour. On a bien sûr Erling Haaland devant, qui est même s'il y a les fameux trucs sur Haaland qui est nul en phase finale, tout ça. Là, il va avoir des poules où il va pouvoir s'amuser. Et je doute pas que Erling Haaland va s'illustrer en poule. Après, plus tard, je sais pas. Quand je dis surprise, pour moi, un quart de finale, c'est déjà impressionnant pour la Norvège. Énorme. Donc, surtout que t'as les 16e, même 8e de finale. Pour moi, si tu les annonces surprise, il faut qu'ils soient en 8ème. Ouais. 8ème quart, voilà, Sorengela. Je te dis pas, si tu me annonces la Norvège en demi, t'as des énormes couilles, hein, on va pas se mentir. Non, mais... je pense qu'ils vont. Je les vois bien 8ème, voire même taper un quart. Mais bon, je suis vraiment fan. Et alors, avec un effectif qui est très bien fait. Donc à Haaland, t'as les deux ailiers là, il y en a, il y a Nusa qui est le espèce de jeune là, qui est plutôt impressionnant. De l'autre t'as Bob, j'en parlerai plus tard d'Oscar Bob, Très bien. que un joueur que t'aimes beaucoup je crois. Ouais. Donc en Oscar fan Bob. de Fulham. Oscar Bob à droite, et alors il y a le mystère Odegaard qui est pourri avec la Norvège depuis toujours, qui a été blessé, qui sort d'une finale. Enfin, c'est un joueur Odegaard qui est compliqué, qui tout toi je sais que tu l'as jamais trop aimé. Qui est dur à lire. Bah, j'ai jamais, ouais. Après, je reconnais qu'il a été très fort et tout, mais il m'a jamais parlé, quoi. En tout cas, il faut mettre au clair un truc. L'alliance dont tout le monde a toujours rêvé de Odegaard qui fait des passes à Haaland qui finit, ça n'a jamais existé pour l'instant. Non. Ça s'est jamais passé. La Norvège a eu des excellents résultats en qualif, c'était souvent ce Odegaard. Donc, il y a aussi Sorlos, il y a l'autre, là, Sand Larsen, là, ils sont tous géants là. Ouais. Ça joue très bien au ballon. C'est une bonne équipe de football qui vient. Moi, c'est juste que je me suis dit, ils viennent pas pour juste se tourner les pouces après s'être qualifiés. Je trouve qu'il y a de quoi faire. C'est effectivement une poule compliquée, mais d'autant plus si tu arrives à passer, encore plus si tu es deuxième, il y a de quoi passer ces 16e de finale. Donc voilà, moi c'est une équipe qui me plaît, qui me parle, et faut pas nier l'impact que peut avoir Erling Haaland dans une équipe de football. C'est sûr. Bah Voilà. écoute, on en reparlera, tu l'as dit, la Norvège, on en reparlera aussi de mon côté à un moment donné, donc on n'a pas fini, donc je vais pas m'étendre dessus. Moi, j'ai en équipe surprise, alors au début, je voulais mettre l'Ouzbékistan. Parce que je suis vraiment à fond derrière l'Ouzbékistan qui rafle tout chez les jeunes en Asie, qui est vraiment un pays de foot montant et tout. Après, voilà, la réalité de leur poule, c'est que je les vois pas vraiment sortir, ou alors en tant que meilleur troisième, mais c'est chaud et ça voudrait dire éliminer genre la RDC ou la Colombie, parce que je les vois pas sortir le Portugal. Donc je suis parti sur une autre équipe, moi je suis parti sur l'Équateur, et l'Équateur, je leur vois un grand avenir. Déjà ils ont une poule qui est pas facile, où ils ont l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et Curaçao, et en fait je les vois potentiellement terminer premier de leur poule. Je les vois devant la Côte d'Ivoire et Curaçao, et je pense que ça se tape vraiment avec l'Allemagne. C'est une équipe qui a fini deuxième de la zone Amérique du Sud, devant le Brésil par exemple, devant l'Uruguay, devant la Colombie, etc. Qui était juste derrière l'Argentine, qui est une équipe qui prend très peu de buts, qui en marque pas énormément, mais qui en prend très peu de buts, et surtout qui a une génération dorée qu'ils n'ont jamais eu. On peut citer évidemment Pacho, Caicedo, Hincapié, il y a encore le vieux Valencia qui avait fait une très belle Coupe du Monde 2022. Voilà. Et pour moi, c'est un groupe qui se construit, qui sera dur, qui sera dans un climat qu'ils connaissent, qui ont aussi un alliage de quelques joueurs de MLS, qui vont connaître ces conditions-là. Et l'Équateur, je les vois bien donc sortir de leur poule 1 ou 2. Potentiellement, moi j'ai annoncé la France au bout, mais il y a un monde où il y a un 16e de finale France-Équateur si on termine deuxième. Et ça, c'est très très chaud. À la place de la France, je veux vraiment pas le jouer. Et je les vois bien aller minimum 8e et aller en quart
d'être la belle sensation du tournoi. Donc moi, je suis parti sur l'Équateur, mais ce qui peut être sympa avec cette Coupe du Monde, c'est d'avoir des surprises potentielles importantes. Au final, je trouve que ce serait plutôt logique déjà qu'ils sortent des poules en premier, deuxième. Parce que je te dis, ils avaient fait des très belles poules en 2022. Ils étaient avec le Sénégal et le Qatar et les Pays-Bas, je crois. Et ils avaient fait au final des plutôt belles poules. Et il y avait de l'avenir. Alors c'était beaucoup Valencia, mais comme il est toujours là, c'est intéressant. C'est vrai que là, tu as une génération qui est au-dessus de ce que tu n'as jamais eu. Il y a quelque chose à faire. Tu as rappelé aussi, ça va jouer sous 40 degrés. Alors je sais pas où est-ce qu'ils leur jouent leur poule, mais au moins en Amérique centrale, sinon en Amérique du Nord, c'est toujours supérieur aux petits blancs européens qui vont beaucoup suer. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire, même du niveau du symbole. Je pense que ce serait la suite logique qu'au moins déjà ils sortent des poules. Passer un tour, c'est tout à fait possible. Et puis en tout cas, moi, ça c'est vraiment une de mes poules préférées, Allemagne, Côte d'Ivoire, Équateur, Curaçao, parce qu'on a à la fois le côté frisson Curaçao, on a l'Allemagne qui choque depuis plusieurs éditions, et voilà, il y a la Côte d'Ivoire et l'Équateur. Il y avait juste deux autres trucs. Il y a je voulais parler rapidement de la Corée du Sud, qui pour moi devrait là supposer passer un cap. Et passer un cap voudrait dire sortir des poules. Parce que la dernière fois qu'ils l'ont fait, c'était quand c'était chez eux quand même. Donc la Corée du Sud, l'effectif se construit depuis plusieurs années, l'identité foot se solidifie. On arrive là avec une Coupe du Monde où Heung-min Son est plus Dieu sur terre. Il y a Kang In-lee qui prend une immense importance dans l'équipe. Puis il y a des mecs de PL en plus. Il y a des mecs de PL, t'as le Kim du Bayern qui est quand même un mec solide à avoir. Mais Kang In-lee, je trouvais que c'était intéressant parce que c'est un mec qui est pas, c'est pas la star au PSG, mais qui connaît le gros niveau. Et je pense que la Corée du Sud, j'y crois d'une certaine manière, rien de plus qu'aller en 16ème, mais ce serait le moment de faire quelque chose, de passer un cap. Ils ont une poule qui est assez homogène, ça veut dire que c'est un peu double tranchant avec la Tchéquie, le Mexique et l'Afrique du Sud. Il va falloir porter ses couilles, quoi. C'est ça. Et alors, bien sûr, comme je suis le spécial Japon, il fallait que je parle un peu de mes amis japonais, des Blue Samurai. Je trouve qu'il y a eu un peu tout le monde s'était préparé à dire, et moi inclus, après 2022, la prochaine, on monte encore d'un cran, on arrive en quart de finale, parce que je rappelle que le Japon est toujours bloqué en 8ème. 2022, le Japon s'était fait éliminer au péno face à la Croatie, dans un match qu'ils avaient maîtrisé, tout ça. Donc on s'était dit, suite logique, quart de finale. De plus, il y avait toujours ce qu'on a dit, l'engouement au Japon s'améliore, les jeunes japonais sortent de plus en plus vite, de plus en plus tôt, parce que ce qui a toujours beaucoup freiné le football japonais, c'était que les joueurs explosaient tard. Et donc avaient une apogée au final trop tard, et donc n'avaient pas le temps d'atteindre les sommets, quoi, d'un point de vue individuel. Et donc je m'attendais à ça. Et je dois dire que j'ai été un peu déçu là pour l'instant en tout cas, de la génération que moi j'avais beaucoup observé, les Joel Machida, les Zion Suzuki, entre autres même les un peu plus vieux, les Maeda, tout ça. Je trouve que il y en a même qui ont disparu, d'autres, je crois que c'est j'ai oublié son nom, Ito, l'empereur, il a disparu. Ouais. Non, il y en a plein qui de cette jeune génération. Alors il y en a qui Hiroki Sakai. Wow. Mais c'est un vieux père. Mais dans cette jeune génération que moi j'ai beaucoup observé, qui avait fait je crois que c'était une Coupe du Monde U21, ils avaient fait des belles perfs. Ça pour l'instant ils n'arrivent pas à s'installer en Europe comme je croyais. Alors Joel Machida qui est à Saint-Pauli joue bien, Zion Suzuki aussi, mais si tu veux c'est pas l'implosion. Kubo a pas pris la dimension qu'on espérait, ça il faut le dire. Il s'installe comme un très bon joueur à la Sociedad, tout ça, mais il prend pas la dimension qu'on avait un peu entrevue pendant quand ils avaient fait une Champions League, là, ils avaient affronté le PSG. Il a pas passé cette étape. C'est un peu pareil pour Mitoma, qui s'est blessé, donc il sera pas là. Mais Mitoma était devenu évidemment le fer de lance du Japon, tout ça, un grand joueur, mais ça bloquait toujours aussi à cause des blessures en première ligue, et au final il stagne un peu. Mais tout ça c'est lié à l'âge, c'est ce que je dis avant, c'est que c'est des mecs qui ils deviennent bons à 25 ans, donc en fait après t'as pas le temps de vraiment t'améliorer. Endo, le capitaine de Liverpool, ne joue pas de match, compliqué toujours.
Il y a voilà, ce bon point qui est d'avoir enfin un gardien potable, qui est Zion Suzuki, parce que ça leur a fait énormément défaut au penalty, mais même au pool en 2022 et en 2018 face à la Belgique. Le mec là, je sais plus comment il s'appelait. Oui, c'était le goal de Metz. Ouais, de Metz, Strasbourg. Ouais, comment il s'appelait putain, les deux clubs le détestaient. Ouais. J'ai oublié son nom. Donc voilà, ça pour dire que ce Japon, au final, je pense que c'est faut moins se hyper que ce qu'on aurait pu croire. C'est peut-être là d'ailleurs qu'ils sont les plus dangereux. C'est exactement ce que j'allais dire. Maintenant, Kawashima. c'est maintenant une équipe qui connaît le football, qui sait comment sortir des poules à l'aise. Faut rappeler qu'en 2022, ils sortent dans une poule où il y a le Costa Rica, l'Allemagne et l'Espagne, en tapant l'Allemagne et l'Espagne. C'est une équipe qui connaît le football, qui a des joueurs talentueux, parce que Kubo, on dit ce qu'on veut, mais il a vraiment du ballon. Bien sûr. Donc, il y a des joueurs solides. Et c'est juste, je voulais juste préciser que j'étais moins épais que ce que j'aurais dû être, mais parce que par cette génération que j'ai beaucoup regardé, je me suis beaucoup investi dans tous ces jeunes là. Donc à voir. Mais je leur souhaite bien sûr d'aller loin et tout, mais voilà, c'est juste un petit bémol au niveau de la hype, je suis un peu moins certain quoi. Voilà. Très bien. Mais écoutez, après ce petit point sur les équipes, on va parler des joueurs maintenant. Alors, il va essayer de pas faire trop de redites parce qu'il y a quand même des certaines corrélations entre les équipes qui peuvent performer et les joueurs qui performent ou qui sous-performent à l'inverse. Oui. Je vais commencer par vous donner mon MVP et vous raconter un peu. En fait, c'est le complément de ce que je vous ai déjà annoncé. Je vous avais dit la France vainqueur face à l'Angleterre dans une finale de merde. Et moi, je vois vraiment une battle entre deux joueurs qui vont se battre pour ce trophée de MVP. Et c'est pas surprenant. Hein. Ce serait Kylian Mbappé contre Harry Kane. Ouais, moi j'ai fait pareil. Moi, mon scénario, mon histoire, c'est que Kane il finira meilleur buteur. Mais comme Mbappé et la France vont gagner, voilà, comme on dit, les vainqueurs écrivent l'histoire, les vaincus la racontent. Enfin, c'est pas exactement ça le truc, mais vous avez compris l'idée. Et je vois bien, en fait, finalement, Kane est meilleur qu'Mbappé sur la compète. Mais Mbappé avoir des moments marquants. Quand je dis des moments marquants, moi Mbappé je le verrais bien, je vous avais dit demi-finale face à l'Argentine et finale face à l'Angleterre. Je le vois bien faire une très grosse demi où en fait genre il met un doublé, il prend sa revanche sur l'Argentine, c'est vraiment le storytelling à son prime. Mais par contre faire une finale un peu neutre, mais suffisamment pour... en fait je vois bien les deux faire une finale assez neutre, que le 1-0 ce soit un autre héros, genre un milieu de terrain, genre un Manu Koné ou un mec de la tête et tout. Ouais. Tu sais un Upamecano qui rentre un peu dans la légende sur une tête au deuxième poteau quoi, dans une finale de merde comme toutes les finales en général, à part la dernière fois. Mais voilà, donc moi ce serait vraiment une bataille Kane-Mbappé, Kane qui fait une très grosse Coupe du Monde, qui marque beaucoup comme à son habitude, je vois bien vraiment qui finit assez largement sous l'or, mais c'est Mbappé qui prendrait le trophée, voilà, le storytelling autour de la Coupe du Monde, il bâtit sa légende et il devient, si ça arrive, le plus grand joueur de l'histoire de la compétition. Ouais, en fait, donc pour te répondre, moi j'ai mis Mbappé. J'ai pensé à Kane aussi et je me suis dit, Mbappé est dans une situation tellement compliquée pour ce qu'on appelle sa legacy, où en club il est, ça y est, définitivement pointé du doigt comme un mec qui fait perdre, faut le dire, hein. Qui te fait gagner certes tranquillement les matchs du samedi matin face à Mallorca et avant face à Angers, tu vois, pour être méchant, mais qui arrive pas à te faire gagner ce qui est important pour toi quand t'es le PSG puis le Real Madrid encore plus, c'est-à-dire la Ligue des Champions. Donc dans cette optique-là, Mbappé, il a qu'un truc à faire, c'est montrer que par contre il peut être le plus grand joueur international de tous les temps. Ah bah ça c'est sûr que... dans un monde où en plus il y a la place, parce que comme tu l'as dit, c'est lors de cette Coupe du Monde qu'il va pouvoir devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, dans l'idée. Grave, il le devient pour moi. Voilà, moi aussi. Donc dans cette idée-là, alors que ceux qui sont considérés comme les plus grands joueurs du monde, c'est-à-dire Messi et Ronaldo, sont des joueurs qui ont des carrières pour moi en demi-teinte au niveau international, même si Messi a gagné. Il y a la place de se faire un nom, de se faire le nom en devenant le plus grand joueur international de tous les temps, en gagnant 2 Coupes du Monde, après l'exceptionnel 2018, après le fou 2022, de cette fois-ci gagner et en plus être de nouveau le meilleur joueur comme il avait été en 2022. L'histoire est trop belle et trop importante pour lui. Donc Mbappé, j'espère pour lui, vient avec cette idée-là. Cette idée de, après avoir fait une saison de merde, et il a raison de penser ça, il peut vraiment sauver ce qu'il est et sauver sa carrière en faisant ça. On en a discuté en off, mais il peut aller être Ballon d'Or avec cette histoire. Ah oui, donc c'est pas mort encore. Donc Mbappé, il va avec cette idée-là. Mbappé, c'est un mec, si tu veux, sa tête, il est sûr de lui. Donc, je pense que c'est un mec qui a plutôt confiance en lui, tu vois. Donc, voilà. Maintenant, il y avait cette question de Deschamps.
certainement que Deschamps va lui donner les clés comme il l'a fait ces dernières années, peut-être un peu à outrance. Donc dans cet univers-là où Mbappé a les clés, peut montrer son football comme il l'a fait à la dernière Coupe du Monde, je le vois assez tranquillement devenir le meilleur joueur du tournoi et, si tout se passe bien, gagner. Avec un autre pendant possible où il fait une Coupe du Monde de merde, un peu façon Euro 2021, Ouais. et Deschamps sort par la petite porte, et lui, Qu'est-ce lentement... que t'en penses de ta carrière, quoi? Exactement. Et lentement, Mbappé se fait remplacer par ceux qui tapent à la porte, les Dembélé, Olysée, Désiré Doué... Ouais, moi, Dembélé, je pense qu'il prendra jamais la Mais place. enfin, mais tu vois cette idée-là que tout le monde se fait, quoi. Donc voilà. Mais c'est pas le scénario que je privilégie. Pour moi, Mbappé va gagner la Coupe du Monde et en être le meilleur joueur, le plus grand buteur de tous les temps, et choisir à partir de maintenant un peu ce chemin où il est le plus grand joueur international de tous les temps, avec une carrière qu'on peut qualifier dans demi-teinte au niveau du club. Voilà. Ok, super. Je te laisse enchaîner avec, Ouais. avec ton joueur flop, parce que le mien répondra à un de tes arguments tout à l'heure, donc je le garde pour juste Mon après. joueur flop n'est autre que Cristiano Ronaldo. Je l'avais senti venir, celui-là. Ce vieillard sur une jambe qui célèbre en flexant la Ligue d'Arabie Du coup, Saoudite. je me permets juste avant que tu nous expliques, est-ce que, vu que tu as aussi annoncé l'Argentine en flop, c'est pas les vieilles gloires finalement, tes flops dans l'idée? Si, un peu, ouais, c'est ça. Mais en fait, Ronaldo surtout. ouais, parce que je pense que Messi va faire des belles poules. Parce que Ronaldo va peut-être faire des belles poules, mais par contre, je pense que Ronaldo va s'ancrer dans... Il va le prendre trop au sérieux. Ouais, c'est ça. En fait, il va se mettre dans sa tête que c'est le moment pour lui, parce qu'il va se raconter cette histoire qui est certes belle, où à 40 ans, il va chercher la Coupe du Monde. Et je trouve que Ronaldo a le même syndrome que Mbappé, c'est-à-dire de tout prendre pour lui de manière exagérée, quoi. Avec un style pareil, un peu bourrin, tu vois, comme Mbappé qui dit ça va rentrer, et donc ça rentre. Sauf que Ronaldo à 40 ans, ça va pas rentrer. Et donc, en fait, c'est surtout que moi, j'ai le seum contre Ronaldo depuis quelques temps, à voir la qualité de l'effectif portugais. Et moi, j'ai toujours été persuadé, je l'étais en 2022, qu'un Portugal sans Ronaldo s'en porterait beaucoup mieux. Peut-être qu'un Portugal sans Roberto Martinez, le sélectionneur, s'en porterait aussi Ça, mieux. c'est vrai. Il y a plein de défauts au Portugal. Je pense que le Portugal, si tu veux, pourrait bénéficier d'un Ronaldo, si c'était pas Ronaldo dans la tête. Tu vois ce que je veux Ok. dire ? Et là-dessus, je pense qu'il va... dans cette idée-là là, qu'il a, et que tout le monde est en train de se construire, que la belle histoire portugaise, je sais pas quoi, tout ça, ça va être, comme d'habitude, une élimination en 16e de finale cette fois-ci, belle. parce que... Non mais c'est juste parce que en fait, je vois pas du tout, et par contre, ce qui est certain, c'est que si le Portugal va loin, je ne crois pas du tout à un seul moment que ce soit grâce à Cristiano Ronaldo. Ouais, ça je te suis. Alors je vais pas rentrer dans les détails parce que C'est-à-dire que son nom réapparaîtra plus je veux tard. dire, mais- quand tu vois que le PSG qui a gagné la Champions League, c'est le Portugal FC en réalité, tu te dis putain, il y a des joueurs de très grande qualité dans cet effectif du Portugal. Ah bah, quand tu vois le milieu de terrain, Neves, c'est ça. Vitinha, Bruno Fernandes, tu peux rajouter du Bernardo Silva, du Ouais, Leao. c'est ça. Il y en a combien des joueurs quoi? Tu te dis bon, Ronaldo, qu'est-ce qu'il fout là? Et avec ce truc qui s'est mis dans sa tête, l'importance qu'il s'est donné, qu'on lui a donné à juste titre à un moment, ça peut vraiment être un flop, tu sais, genre un truc où le mec il a 10 tirs pas encadrés. Ouais, et puis il sur va avoir face la du lumière pool. en pleine face. hein, Ouais. donc, Et faut pas oublier que c'est un mec qui de fait a choqué toujours en phase finale en Coupe du Monde. Ah, il a jamais on rien peut fait. pas me l'enlever. Donc il a jamais marqué. je pense que ça va être dans la continuité de ça, mais si tu veux, là ce serait d'autant plus un flop que les gens s'imaginent un truc qui va jamais arriver, soyons clairs. Voilà. Ok. Alors moi j'ai un joueur flop. Alors attention, hein. Je vais vous dire mon joueur flop, mais c'est pas son équipe qui va flop, c'est le joueur en lui-même qui va flop. Et c'est toi au contraire une équipe que tu avais mise en avant. Moi j'annonce que mon flop ce sera Erling Haaland. Ah. Pourquoi ? Parce que comme tu l'as dit, la Norvège c'est une équipe on sait pas trop quoi en attendre, mais qui arrive avec des promesses, avec des super qualifs, etc. Où on se dit franchement on n'attend pas grand chose d'eux. Genre si la Norvège ils sortent en 16ème, moi je suis en mode normal, tu vois. C'est pas grave, c'est pas dans ce sens-là que je vais mettre Erling Haaland. Mais moi je le vois bien faire des poules assez prometteuses de la part de la Norvège, avec un Haaland déjà un peu décevant, qui va être assez inexistant contre l'équipe de France, qui va sûrement mettre 2 buts, dont un penalty, genre je sais pas, il va marquer contre l'Irak et il va en mettre un aussi contre le Sénégal, ce qui va permettre à la Norvège de terminer 2ème de la poule, donc jusque là assez prometteur. Le Sénégal va galérer et va finir 3ème. Problème, c'est que du coup le 2ème de la poule il affronte le 2ème de la poule de l'Équateur.
et que moi j'ai l'Équateur potentiellement, un ou deux. Et genre, ce serait un 16e de finale Équateur-Norvège, vraiment pour moi un match à ne pas rater si ça arrive. Et en fait, la Norvège va perdre contre l'Équateur, ce qui n'est pas une honte en soi, mais en revanche, lui va complètement passer au travers. Je le vois faire pchit sur cette Coupe du Monde et qu'on se dise, bon bah ok, il fait jamais les compétitions internationales, c'est ça qu'il dessert par exemple pour les trophées individuels. Mais là, maintenant qu'il l'a fait, le mec n'arrive pas du tout à être un facteur X déterminant parce que la preuve, par exemple, si ça se trouve, Sorloth, il est meilleur que lui sur la compétition. Donc moi j'imaginerais bien un scénario comme ça où j'accable pas du tout la Norvège, qui a une poule vraiment pas facile en plus au départ, mais qu'on se dise bon bah voilà, Haaland il a flop, il a déçu parce que comme toi tu l'as fait avec Ronaldo, je me vois pas prendre un lambda et dire ça sera mon flop, bon ok, je vais pas vous dire c'est Meshak Elia de la RDC quoi. Ouais. Mais au final, un scénario qu'on a déjà vu de la part d'Erling Haaland. Oui. Ce truc-là c'était à City où effectivement il a été invisible parfois. Le truc c'est que la différence près que avec City, ils ont toujours réussi à s'en sortir, en tout cas dans les meilleures périodes. Ils ont réussi à gagner avec un Haaland vraiment invisible. Hein. Ouais, par moment, ouais, clairement. Là, la Norvège, ça va pas être ça. Encore plus de lumière, encore plus de responsabilité. C'est certain que ça peut arriver. Parce que je pense qu'il va être observé pour sa première Coupe du Monde, forcément. Même s'il a pas en ce moment une hype de fou. Non, ouais, il arrive pas avec la même hype que. Mais clairement, il va être. Et puis, tu vois, moi, je veux pas qu'il se cache derrière ces 2-3 buts en poule. Et on va avoir besoin de lui dans les matchs qui comptent côté norvégien. Et je le vois bien. Je le vois bien rater. J'ai une question un peu parallèle. Est-ce que tu penses que ça, c'est. Est-ce que la Norvège, là, qu'on va voir là, c'est une équipe qui va s'inscrire. Les prochaines compétitions, les 3-4 prochaines compétitions, comme une équipe qu'on revoit régulièrement, parce que c'est l'exploit un peu là. Non, je pense qu'on va amener à les revoir, surtout qu'aujourd'hui les compétitions sont de plus en plus élargies. Et ouais. Donc après, par exemple pour la Coupe du Monde, leur principal défaut c'est d'être en Europe, et donc d'avoir une concurrence qui est très forte. Je te dis pas qu'on les verra à chaque fois que ça va devenir une place forte du football européen, mais pour moi c'est une équipe qui a tout à fait les reins pour s'installer. Reste ensuite à respecter son rang, mais pour moi c'est justement aussi pour ça que la Norvège n'est pas du tout mon flop. C'est que c'est une première, c'est un gain d'expérience, il y a quand même une équipe relativement jeune par certains aspects, il n'y a pas le feu au lac, mais sur cette compétition, Erling Haaland va descendre. Ouais, mais c'est pas du tout déconnant, hein, ça peut arriver, effectivement, le scénario que tu présentes où au final il sort avec 3 buts et... Oui, mais c'est du pur Haaland. Hein, c'est Wemby qui, le match 1 des finales, sort avec 26 points. Ouais, mais ça. Si t'as regardé les matchs... tu le match, c'est horrible. Tu sais. Ouais, c'est vrai. Non, mais t'as raison. Est-ce que t'as un petit crack à nous présenter avant de passer aux prédictions libres ? Alors, donc j'ai un petit crack... C'est tout simplement Oscar Bob, donc on est très Norvège, mais en même temps c'est la poule de la France aussi, une équipe intéressante. Donc Oscar Bob qu'on a découvert à Manchester City, tout à fait, avec un temps de jeu réduit, tout ça, un profil au final qu'on a vu tant de fois, tu sais, ce jeune ailier technique, rapide, on en a vu partout. Mais lui, c'est un joueur qui visiblement arrive à faire carrière, arrive à s'installer. Tu l'as dit, il a Fulham maintenant. Ouais. Donc mais qui est surtout un joueur intéressant avec la Norvège, parce que c'est quand même le sujet. Avec la Norvège, il s'installe en ailier droit titulaire, et il arrive à exploiter à peu près tout son talent. Il a un sacré pied. Pendant les qualifs, c'est un mec qui a du bon panard, qui a du talent. Il a en plus des géants au centre qui lui permettent... et qui lui permettront, je pense, de faire de la passe décisive, et ça m'amène à pourquoi je considère que c'est un joueur révélation. Pas parce que je pense que ça va être un futur Ballon d'Or, loin de là. Néanmoins, la Coupe du Monde aime ce genre de joueur. Ouais, ce genre de profil. Et il brille parce qu'il y a de la place face à des équipes. Là, je pense, tu vois, le Sénégal, par exemple, je vois bien Crépin Diatta se faire allumer par Oscar Bob, tu vois. Ok. Par exemple. Ou mon cher ami Antoine Mendy. Paix à son âme. Ah putain, faudrait que je reparle du Sénégal, hein, bon. Je vais en parler. Bon. Parce que mais c'est pas un flop parce qu'on les attend moins. Je crois que l'Argentine c'est plus puissant. Mais bon. Mais je vois bien un Oscar Bob faire des belles perfs en poule. Se retrouver à faire facilement 2 passes décisives à Sorloth ou à Haaland sur des têtes. Avoir plusieurs highlights parce que maintenant c'est un peu ça compte. Un joueur révélation. Les à ce highlights, poste-là en plus. Voilà, c'est ça. Et pourquoi pas caler 1 ou 2 buts. Mais même déjà un but serait impressionnant, et je me dis voilà, c'est typiquement ce genre de joueur s'il réussit à faire son spectacle, évidemment qu'on parle de lui comme révélation parce qu'il est jeune, parce que l'ailier est rapide, il va pouvoir, mais voilà, il faut qu'il arrive à installer son football, mais il y a la place pour ça, et si c'est pas lui, ce sera certainement un autre joueur dans ce style, enfin en tout cas j'imagine. Ouais, je suis plutôt d'accord. Petite dédicace quand même à Manu Koné,
qui est un joueur que j'apprécie beaucoup, parce que j'aime beaucoup le Mönchengladbach de l'époque Alassane Plea, donc je connais ce football. Manu Koné, que moi c'est un milieu de terrain que j'aime beaucoup. Je l'imagine bien faire une belle Coupe du Monde, je le souhaite en tout cas. Maintenant, ça peut pas être une révélation, c'est pas le style, c'est pas l'âge, c'est rien. Je trouve que les trucs concordent pas vraiment. Ouais, et puis il est déjà à un stade plus avancé qu'un Bob, par Exactement. exemple, dans sa carrière. Donc je lui souhaite surtout une bonne Coupe du Monde, et je pense qu'il peut être très utile à l'équipe de France, soit sur cette Coupe du Monde ou les prochaines. Voilà. Ok, très bien. Moi, je suis parti dans un filon que je maîtrise et je me suis dit, qu'est-ce que je cherche? Est-ce que je cherche un jeune prometteur comme toi? C'était vraiment une option. Je me suis dit, non, moi, j'ai envie de trouver mon Yerimina. J'ai envie de trouver mon Guillermo Ochoa. J'ai envie de trouver ce mec où tu vas te dire. Moi, je l'annonce déjà, le mec que je vais vous citer, il va faire pchit ensuite. Hein. Ok. Mais moi, c'est Un joueur culte. Ouais, ce mec qui va faire un gros transfert en fin d'été parce que Coupe du Monde de bonhomme. Et donc, bon, pour ceux qui me connaissent, j'ai un lien avec la Turquie qui est assez particulier. Et je vous ai dit que je les voyais sortir les États-Unis en poule et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas un joueur turc. Et j'ai pensé à Barış Yılmaz. Barış Yılmaz qui est donc l'ailier droit ou ailier gauche, ça dépend, de Galatasaray. Qui est un mec qui est originaire de Rize, qui est une ville dans le cœur de la Turquie. Et qui en fait a une belle carrière à l'échelle de la Turquie. Voilà, des titulaires Galatasaray, qui est champion depuis plusieurs années, qui est titulaire en sélection. C'est un mec qui compte, mais qui stagne un peu. Aujourd'hui, il a 26 ans. Mais 26 ans, on oublie trop que maintenant, avec ce culte de la jeunesse, que quand t'es dans ton prime, entre 27 et 30 ans, quoi. Ouais. En gros, en général. Et que donc là, c'est maintenant, je le verrais bien, voilà, faire une grosse Coupe du Monde, être décisif, marquer, comme tu l'as dit, marquer des buts importants, faire des highlights. Pourquoi pas avoir la Turquie aller en 16e, ça je pense, même si c'est un énorme pays de choqueurs quand même. Hein. Oui. Mais là, je les vois bien, voilà, casser ce signe. Ils ont cassé le signe indien, brisé le signe indien, d'une certaine manière, en se qualifiant pour la Coupe du Monde. Parce que eux aussi sont passés par les barrages. Et la Turquie que je connais, moi, elle passe pas les barrages. Hein. Ouais, même en étant la meilleure équipe des 4. Bon, ils ont joué le Kosovo, tu vois, en finale de barrage. Ouais, mais voilà, et pourquoi pas 16e, 8e, je sais pas où ça s'arrête, pas forcément très loin, mais faire des coups d'éclat, et pourquoi pas à 26 ans se dire genre la Juve qui va le signer, ou passer un cap dans sa carrière. Faut pas faire beaucoup de matchs. Hein. Moi, je pense à la Coupe du Monde 2014 où Rames fait éliminer en quart de finale, ce qui serait aujourd'hui l'équivalent des 8e. Keylor Navas, pareil, avec le Costa Rica, se font éliminer en quart lourdement, donc pareil, équivalent 8e. Suffit de 3 matchs de poule et d'un match de qualification et tu peux être une révélation. Ouais, et puis c'est Turquie-États-Unis, le 3e match des poules. Ça va être regardé. Ça, c'est un match qui peut être un match de choker. On verra si les deux sont déjà qualifiés ou pas, s'il y en a un des deux, machin. Mais genre, Barış Yılmaz qui élimine les États-Unis sur un 3e match de poule, je veux de cette fumée. Ouais. Voilà. Sachant qu'il aurait été contrôlé 10 heures de plus que les autres à la douane. Évidemment, contrôlé positif également à tout type de substance. Mais voilà, donc j'avais envie de mettre ce profil-là en avant. Maintenant, comme toi avec Oscar Bob, c'est des paris, hein, ce qu'on fait quand on parle de jeunes cracks, ou moins jeunes, mais de joueurs en particulier. Donc évidemment, ça se vérifiera pas forcément. Alors pour finir, Aurélien, ce que je t'avais proposé qu'on va faire, c'est de donner donc 3 takes. Ouais, c'est bien en fait. Assez libres, donc tu pars sur ce que tu veux. Ça peut être un peu de foot, un peu à côté. Donc donne-moi ta première, on va faire un ping-pong. Bon, je suis resté plutôt foot, mais du coup j'ai un peu spoilé, mais j'ai intitulé ça Désillusion sénégalaise. Ok. Donc est-ce que je me lance ? Vas-y, je t'en prie. Donc, on connaît, nous... alors moi, je précise, je suis un fan de l'équipe du Sénégal. J'adore le Sénégal. Ils ont évidemment gagné la Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a pas de débat là-dessus. J'aime les Lions de la Teranga. Donc, je parle d'ici en ami. Néanmoins, j'ai... Tout est dans le néanmoins. J'ai regardé la poule qu'ils ont. J'ai regardé l'effectif sénégalais. Et j'ai trouvé ça... pas brillant. Déjà, il faut savoir que j'ai considéré que la dernière CAN relevait de l'exploit pour eux. Je trouvais aussi que la dernière CAN représentait pas non plus un excellent niveau de football. Et je me suis dit, là, le Sénégal va faire une vraie connerie et ne même pas finir meilleur 3e. Ok. Et être éliminé directement. Ah ouais. Je m'explique. On va parler des vieux pères que sont Sadio Mané et Kalidou Koulibaly. Force à eux. Alors, presque rajouter Edouard Mendy. Presque rajouter Edouard Mendy, le gardien on va moins, tu vois. Koulibaly est finito comme pas possible. Oui, Edouard Mendy est pas finito. Koulibaly, honnêtement, s'il fumait des clopes, il aurait un paquet dans la poche. Je ne crois pas du tout au football. Le défenseur central en Arabie Saoudite, désolé, je joue mieux. Je pense que le cardio va être dur, je pense que les 40 degrés vont être durs. Sadio Mané,
a la possibilité de faire quelque chose. Néanmoins, je pense qu'il va faire il va arriver, le capitaine, le sauveur, il a plus ce qu'il faut. Ok. Il a plus ce qu'il faut. Il a fait un bon match amical contre l'Écosse. Je crois que c'était contre l'Écosse. Match qu'ils ont perdu. Ouais, c'est possible. Il fait quoi ? Il fait une belle... il se lance un peu, on le lance et il arrive à marquer. Il y a les qualités qu'il a, néanmoins, Ah, ça reste. ça va pas suffire. boss, Il est hein, très vieux, c'est un excellent joueur, il est très vieux. J'aurais pu penser à mes flops, notre cher Nicolas Jackson, Nicolas qui pour moi va faire n'importe quoi, ne pas mettre un but, avoir 15 frappes non cadrées. On sait à quel point Nicolas Jackson peut rater des moments, des matchs, des périodes. Des mois entiers. C'est un mec qui, si tu veux, peut être très bon, mais qui est habitué aux disettes, donc il peut faire 3 matchs rincés. 3 matchs car ils iront pas plus loin. Iliman Ndiaye, Très bon joueur. joueur que j'ai plébiscité à l'époque de Sheffield, car je suis un OG, quand ils sont montés en première ligue. Joueur dont j'ai soutenu la signature à Marseille. Depuis, il s'est passé ce qui s'est passé. Ça a été la merde. Néanmoins, effectivement, il fait une bonne saison à Everton. Ouais. Mais Everton ne fait pas une bonne saison. Fin de tableau, c'est serré. Ils étaient pas relégables, Ouais, mais c'est voilà. saison très mid. Donc j'ai résumé Iliman Ndiaye en on n'est pas en championship. Ok. Néanmoins, je t'ai parlé aussi des latéraux qui vont donc devoir faire face à Oscar Bob, l'autre jeune norvégien là, Michael Olise. Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bappé qui va aller sur le côté, Cherki. des Cherki, des Désiré Doué, Donne-moi les noms de ces deux latéraux. Crépin Diatta, Malik Diouf et derrière Antoine Mendy. Je le dis, tous Dur. ces mecs-là vont se faire bouffer par les ailiers boostés norvégiens et français. Et Antoine Mendy, virgule, car j'ai écrit qu'une virgule, que je connais, va finir sur les fesses. C'est fort. Va finir sur les fesses. Et je pense malheureusement que le Sénégal, pour qui déjà en 2022, faut pas oublier que certes ils font des bonnes poules, mais ils se font massacrer par l'Angleterre. les sorciers me font déjà tousser. Non mais voilà, je me suis dit la poule va être compliquée pour eux. Je pense que leur football va être décevant. Qu'en l'occurrence, les failles qu'ils ont, je trouve déjà défensivement, vont être vraiment sévères parce qu'ils sont face à des équipes qui ont des qualités sur les côtés. Ouais. Et il faut savoir bloquer un Oscar Bob et bien sûr l'équipe de France évidemment. Et c'est quoi, c'est l'Irak le dernier, c'est Ouais. ça ? Bon, il y a de quoi peut-être aller chercher un match contre l'Irak, 3 points, mais on va voir, en fonction des buts mis, tout ça fait Ouais. pas de toi forcément un meilleur troisième. Donc voilà, c'est ma première take, je vois le Sénégal malheureusement se faire sortir. Très bien. Alors moi, ma première take, je vais rester aussi sur du sportif. Moi, je vois bien un scénario. Je vais pas pouvoir donner le détail pour pas spoiler la deuxième partie de l'émission, mais je vois bien, malgré que ce soit aux États-Unis, malgré qu'il fasse chaud, une grosse domination européenne. Et par exemple, sur les 8 quarts de finalistes, avoir 6 Européens. Ouais. Sur les 6 Européens, bon, je spoil rien en disant la France, l'Espagne, l'Angleterre, etc. Je pense qu'il y en aura d'autres. Il y aura aussi une ou deux nations un peu plus mid d'Europe sur le papier, genre la Suisse, tu vois. Alors, peut-être pas la Suisse, mais dans cette idée-là. Et en fait, que 2 hors Europe qui passeraient. Je vois bien l'Argentine quand même, et comme t'as dit, on n'est pas à l'abri qu'il y a un fiasco. Et derrière, le Brésil, j'ai pas de certitude. L'Uruguay, j'ai pas de certitude. L'Équateur, moi j'en parle en bien, mais de là à ce qu'ils arrivent en quart de finale, il y a quand même de la route. Je vois pas les États-Unis. Les équipes asiatiques, ça me paraît difficile d'arriver jusque-là. Toi, tu as parlé du flop du Sénégal. Moi, j'ai plus de doutes sur le Maroc aussi. Bon, bah voilà, je vais pas spoiler, mais le Maroc, je me dis, ça va vraiment être conditionné par leur tirage. S'ils ont un bon tirage, ils vont avancer parce que c'est quand même une équipe fiable. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais je les vois pas avoir les mêmes coups d'éclat qu'il y a 4 ans. Donc je vois bien une grosse domination européenne. Voilà pour mon premier avis. Quel est le deuxième que tu as ? Le deuxième, donc c'est un truc vraiment pas important pour l'issue de la Coupe du Monde, mais je pense que le match Curaçao-Allemagne battra le record du plus grand écart de but de l'histoire de la Coupe du Monde. Oh, ça c'est fort comme Qui actuellement est 10-1, donc Hongrie-Honduras en 74, je crois. Je pense malheureusement. Je crois alors qu'il a vérifié la stat. Hein. Parce que l'Allemagne a cette capacité. On l'a vu même sur les qualifs, les matchs un peu chill face à des fumeurs de clopes, ils les ont étriés. Bah, c'est mentalité allemande quoi. Le Curaçao est peut-être, désolé de le dire, la pire équipe qui va fouler un terrain de Coupe du Monde de l'histoire. C'est indéniable, je pense. Enfin, on verra, mais Curaçao, c'est peut-être une équipe, je sais pas quelle est leur cote qui sort des poules, mais c'est une équipe qui est objectivement
faite pour disputer des matchs face au Bangladesh et au Cambodge U21 coaché par Keisuke Honda, qui lui-même est joueur à côté. C'est ça que doit faire le Curaçao. Donc je pense que ce match-là va être une catastrophe. Que les Allemands vont mettre un 11-0. Ah oui, d'accord. Comme on a pu le voir effectivement quand il y a un joueur qui affronte 100 enfants. Très bien. On va voir ça. Belle comparaison. Le Curaçao a rien défensivement pour bloquer qui que ce soit et n'a pas en plus la force offensive. Désolé, mais Tahiti Chong, qui a récupéré la nationalité l'année dernière, est quasiment déjà, et je suis un enculé, le meilleur buteur de l'histoire du Curaçao. C'est pas vrai, mais ils ont pas de qualité offensive. Tahiti Chong, qui est leur leader technique, et un mec qui n'a jamais réussi à s'installer dans le très moyen Manchester United, qui ensuite a bégayé à Sheffield. Alors là, j'ai juste la stat, si tu veux, la stat de Curaçao premier de la poule. Bon, c'est pas ce que tu m'as demandé, mais Oui, si, ça m'ira. c'est la cote à 100, donc c'est le maximum. Starful. Donc voilà, Chong n'arrive pas à s'installer à Sheffield actuellement, il a galéré à Luton. Je crois que je l'ai là, attends. Qualification, donc sachant qu'on Déjà. parle quand même de Avec un deux meilleur équipes, troisième. ouais, même plus que 2 équipes et demie. La cote elle est à 9. Si je vous dis pas de bêtises, il y a que Haïti qui a une cote équivalente. Donc voilà, il n'y a pas de quoi marquer de but, il n'y a pas de quoi ne pas s'en prendre. Je pense que ce sera 11-0 qui battra le record. Et l'Allemagne a les qualités offensives de détrier une nation comme ça. Oui, voilà. clairement. Bah écoute, c'est une très belle Et prédiction. si ça avait été la France ou l'Angleterre en face, on aurait été sur un 20-0. Ok. Alors moi j'ai une prédiction, c'est les gens vont me casser les couilles avec le projet Blue Lock. non, c'est une blague, c'est pas ma take. Je l'ai quand même noté parce que je le pense vraiment. C'est un peu moins à la mode le manga, heureusement. Ouais, mais ça va revenir pendant une semaine et c'est Ben là- justement ça que ça va me Ouais, saouler. T'as raison. Non, moi, ma take, alors on va dire que je force avec ça, hein, mais moi je suis désolé, je suis en croisade contre les États-Unis. Donc là, j'ai étendu. Ils sont concernés encore une fois par ma take, ils sont pas tout seuls. J'annonce aucun pays à domicile n'atteint les 8ème de finale. Ah ouais. J'ai quelques doutes, attention les Mexicains à ne pas niquer mon prono, mais alors les États-Unis et le Canada ne passeront pas en 8ème de finale. Si déjà ils vont en 16ème, ça me surprendrait. Enfin, non, ça me surprendrait pas, mais en tout cas, c'est leur limite. Et je me dis, ouais, le Mexique, ils vont sortir en 16ème aussi. Ils ont plus. C'est une bonne équipe et tout, mais du coup, je vois vraiment le côté flopesque en mode, déjà, quand il y a un pays qui n'arrive pas à passer les 8ème, ça la fout mal. Quand il est à domicile. Là, il y en a 3, donc il y a 3 chances, il n'y a aucun des 3 qui va réussir. Donc je trouvais ça marrant et ça me paraît vraiment. Effectivement, je trouve plausible. que le Mexique il y a eu des périodes où ils avaient, même 2018, 2022 et même 2014 d'ailleurs, ils avaient la place, ils avaient l'effectif pour faire des perfs un peu plus intéressantes et ils ont jamais réussi. Et là, l'effectif, il est moins bon. Ouais, clairement. Il est moins bon. Le Canada, il y a eu une espèce de Zumba en 2022. J'ai regardé leur équipe. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ça peut rien faire. Ça a pas la mentale pour ça. Pour moi, le Canada est la plus nulle des 3, mais en fait, s'il se crash, ce sera le moins crash. Parce que c'est les Canada. En fait, quoi. j'ai l'impression que le Canada est composé de mecs qui en vrai aiment pas le foot. Je sais pas comment dire. Ok. Pour moi, ils veulent pas jouer au Je foot, comprends. les mecs, ils s'en battent les couilles en vrai. Je comprends. Mais bon, voilà. Ok, ça me va. Quelle est ta dernière Alors, ma dernière, encore une fois, insupportable et méchante, mais On est là pour ça. il n'y aura pas de klaxon de la part de voitures marocaines et algériennes en France, car les deux vont s'exploser la gueule. Alors, C'est j'ai- fort. potentiellement qu'un ou deux, voire les deux, ou aucun d'ailleurs, vont passer les poules. Ça va s'arrêter là. Tu l'as dit très justement, le Maroc sait jouer au football. C'est un effectif qui commence à être un peu le même ces dernières années. Mais désolé, la marche est trop haute. Genre, c'est quand tu les là, la qualité de l'effectif, elle est très sympa et tout, mais il manque quelque chose. Il manque du talent, il manque de la qualité. Et ça va donner malheureusement une élimination pour moi en 16ème. Et on parle du Maroc là. Hein. Effectivement, Ouais, parce que l'Algérie, c'est pire. voilà. Déjà, t'as la pression des demi-finalistes, tout ça, ça relevait de l'exploit à l'époque. C'est pas. Et en même temps, je trouve que l'effectif s'est limite affaibli d'une certaine manière. Moi, je trouve pas leur canne flamboyante. Et surtout, l'effectif qu'ils ont là, la manière de jouer est insuffisante. Mais ça va dépendre. Tu peux passer un 16ème sur un exploit et encore. Par contre, tu n'iras jamais plus loin que les 8ème de finale parce que tu vas tomber sur une équipe européenne qui est au-dessus. Qui est au-dessus sur plein d'aspects. Ça manque de qualité, ça manque de talent aussi. Il n'y a pas de joueur capable de changer un match, je trouve. Me parlez pas de Brahim Diaz et de... C'est tout. Et de... Attends, qu'est-ce qu'il y a et Sofiane Diop.
Ouais, non, mais en fait, moi, je trouve que ils ont la capacité, mais je peux dessus sur le fait que ça n'arrivera pas. Bah ouais, enfin, honnêtement, je vois l'effectif, je vois les joueurs, je trouve qu'il manque des trucs. Ok. Euh, Et l'Algérie? et l'Algérie, ça va être une catastrophe. L'Algérie, ça va être une catastrophe. À la CAN, c'était pas ouf. Qu'est-ce qu'il a C'est une équipe qui, en vrai, depuis plusieurs années, s'est installée comme un vrai choker et une équipe qui n'arrive pas à passer, à retourner là où elle était. La CAN, elle est pérave. Ouais, tu te fais éteindre parce Ils qu'ils sont pas qualifiés en 2022, ils sont éteints. L'équipe, elle manque là vraiment de. Elle est à l'agonie, l'équipe. L'effectif, il est pourri. Quand tu vois en plus tous les trucs de poursuite de binationaux, tu te retrouves avec des mecs qui sont des ratés. Il y a beaucoup de ratés, des ratés du football, je te dis. Des mecs qui se sont perdus dans le foot. Ils reviennent là. Ouais, des seconds couteaux, quoi. Ouais, tu sais pas ce qu'il y a comme envie. En vrai, c'est un effectif qui, pour moi, est triste. C'est dommage parce que l'Algérie auquel on pense de 2014, même de la dernière victoire en Cannes, c'était un effectif construit avec au final moins de binationaux, beaucoup de culture algérienne, une vraie culture du sport. Là, on est retourné dans le côté bricolage à poursuivre n'importe qui parce que c'est un peu jonglé. Mais en fait, c'est des mecs qui ont plus le même rapport au football qu'ils avaient à une époque. Pourquoi ? Parce que ils s'étaient tous mis en tête qu'ils allaient jouer pour l'équipe de France. Donc les mecs, ils arrivent pas pareil, ils arrivent. Et les Oussem Aouar et tout, quoi. Quand si tu veux, les Oussem Aouar, même les. Comment s'appelle le Niçois, l'ancien Niçois putain, au secours, comment il s'appelle ? Qui est devenu Marseillais après. Aguirre. Aguirre. C'est un Lyonnais aussi. Le fils Zidane, voilà. Ouais. Non, mais Ouais, t'as pas de gardien, ça c'est un vrai problème. Aouar, c'est un vrai bon exemple. C'est des mecs qui ont commencé leur carrière en se disant je vais jouer en équipe de France. Il se passe ce qui se passe, c'est un flop, et maintenant ils vont en Algérie. Leur manière de penser, elle est complètement différente. Ça va quand c'est Haïti, quand c'est Curaçao, et que tu t'en branles, tu veux jouer pour ton pays d'origine. Là, c'est une équipe qui a de l'ambition. Donc ce que tu as construit, c'est du bricolage ces dernières années. Dès qu'il y a un mec un peu d'origine algérienne qui veut bien venir jouer, tu le fais venir. Ça veut dire quoi pour les mecs, pour les 4 qui sont déjà là ? Pour moi, il y a une espèce de grand environnement toxique qui fait qu'une fois de plus, malheureusement, ça va être un sale échec. Et je vois pas la qualité qu'ont marocaine pour passer les poules en vrai même. Ok. Voilà. Pour conclure, moi j'ai ma dernière take. Alors elle va revenir sur une thématique que tu as déjà un peu abordée dans une rubrique précédente. Voilà, je trouvais que c'était vraiment ma préférée, donc je l'ai gardée pour la fin. Ma take, c'est que je pense que pendant la compétition, alors je sais pas si ça va être pendant un match ou en dehors, en entraînement ou autre, 2 joueurs du Portugal vont se battre entre eux. Et pour le coup, c'est pas du troll, je le pense vraiment. Et je pense que Ronaldo ne se battra pas, mais qu'il sera impliqué par son influence dans la bagarre. Tu penses qu'il y aura un mec qui sera plutôt en mode défenseur de Ronaldo et l'autre méchant ? Il va contribuer à créer une tension qui peut déborder. Ça peut être une histoire d'une altercation en match. Alors ça serait vraiment rarissime, mais ça me semble possible. Ou alors qu'on va voir, ça va sortir sur tous les réseaux sociaux. Je dis n'importe quoi. Bernardo Silva et Léo se sont mis des patates à l'entraînement. Et je pense que ça va s'inclure dans un contexte d'un groupe portugais qui va genre échouer en quart, un truc comme ça. Ça va pas être la cata sportivement, mais encore une fois, ça va être flopesque. Et une ambiance pourrie mise par monsieur dont on ne peut pas prononcer le nom, dont tu as déjà parlé. C'est des trucs qu'on disait déjà lors de la dernière Coupe du Monde. Hein. Oui, bah déjà en 2010, je me souviens, ça disait Ronaldo mais est-il trop vieux pour le Portugal. C'était il y a 19 ans. Et le dernier Euro surtout. Je me rappelle que ça parlait beaucoup du Ronaldo en fauteuil roulant qui boude, qui veut pas regarder les petits buts, qui veut pas tirer, qui est dans son coin, qui est chiant. Là aujourd'hui on arrive à un moment où le mec a vraiment 40 balais, ça va faire quoi, 4 ans qu'il est en Arabie Saoudite. Ouais. Non, mais t'as envie de le dépasser. Je vois vraiment un groupe portugais qui est pas sain, et derrière la blague de la bagarre qui est une demi-blague, hein, parce que je pense que ça peut vraiment arriver. Oui. Mais dans d'autres sélections, ça arrivera sûrement aussi, des altercations, ça fait partie de la vie d'un groupe. Mais il y aura je vois bien un Portugal drama, quoi. Ouais. Je pense qu'il va y avoir du drama, il va y avoir des émissions qui vont être un peu extra sportives. On va dire qu'est-ce qui se passe dans ce. Et moi je me délecterai en tant que Ronaldo hater. Également. Oui, évidemment, ça marche mieux dans ce sens-là. Bon bah écoute, on a fait un tout petit peu plus d'1 heure. Perso, j'ai kiffé. J'espère que vous qui nous avez écoutés, vous aussi, vous avez pris du plaisir si vous êtes arrivés jusque là. Et puis pour ceux qui ont envie de se mettre dans la Coupe du Monde, bah, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une deuxième vidéo qui va sortir avec Cassim pour me remplacer. C'est ça. En antagonisme, et qui malheureusement donc est connu pour dire des horreurs, mais qui malheureusement au final finissent par arriver. Ouais, là en fait on va quand je la publierai, mais on va essayer de faire
complètement le bracket, donc le tableau comme vous pouvez le faire en NBA ou autre, de dire tiens telle équipe va terminer à telle place de la poule, donc elle va affronter un tel, et voilà, et raconter un peu une histoire. Si vous êtes jusque là, écoutez, je vous remercie. Je remercie aussi Aurélien de m'avoir accueilli Avec pour plaisir. cette émission. Avec plaisir. Et puis je vous fais de gros bisous. On verra comment on couvrira la Coupe du Monde dans la mesure du possible, etc. Est-ce que il y aura peut-être des petites émissions solo, je sais pas, on verra ce qui est possible. Mais en tout cas, prenez du plaisir pour ceux qui nous écoutent. On sait que c'est un public qui a beaucoup notre âge aussi. Et c'est une des dernières qu'on peut regarder avec des yeux d'adolescents ou de jeunes adultes. Donc kiffez, il y a que ça de vrai. Voilà, bisous.